Merci beaucoup au lycée Galilée de son invitation. Alors je vais commencer par dire que c'est pour moi une grande première. Vous faites incroyablement chuter la moyenne d'âge de mon public habituel. D'habitude, je présente plutôt mon livre à des gens qui ont une soixantaine d'années, il faut bien le dire. Et je commence toujours par la même chose. Je commence par dire à mon public que je vais essayer de battre en brèche l'image de Robespierre qu'ils ont depuis l'école. Alors là, c'est bien fait pour moi. Pour une fois, c'est moi qui suis dans le rôle de celle qui va vous donner peut-être la première image que vous aurez de Robespierre. Donc j'espère que vous n'arrivez pas en pensant ce qu'il y a écrit sur l'image qui vous est projetée, puisque évidemment, je vais essayer de vous démontrer l'inverse. Alors je crois qu'on m'a invité parce que je suis membre de la Société des études robespierristes. Alors il faut peut-être pour la toute petite partie du public concentrer sur une seule année, qui n'est pas élève au lycée Galilée, que je dise un tout petit mot de la Société des études robespierristes. Alors son nom pourrait laisser croire que c'est une société de fans, on dirait aujourd'hui, qui commémore le souvenir d'un personnage historique. Alors c'est pas ça. Peut-être un petit peu au départ, au moment de la fondation de la société, il y a une bonne centaine d'années. C'est surtout une société qui étudie la figure de Robespierre et la Révolution française au sens très très large du terme, vraiment de la période de fin 18e jusque même parfois un peu après l'Empire. Donc c'est vraiment une société savante dont il est vrai beaucoup d'historiens sont membres, mais qui est ouverte à tous. Donc avis au 3e rang, c'est tout à fait possible d'y entrer. Alors revenons à nos moutons. Première question que d'habitude on se pose, je ne sais pas si vous voulez le poser, c'est pourquoi écrire une biographie de Robespierre 200 ans après, alors qu'il y en a, restez bien assis, déjà 1500. A priori, on est plutôt tenté de se dire c'est pas la peine. Tout a été dit, redit sur cette question. Alors pourquoi aller ajouter quelques centimètres de plus à la grosse pile de bibliographies, je vais la sortir, qu'il y a sur les étalages? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est qu'au moment où je l'ai écrite, donc dans les années 2010, en fait, il n'y avait pas de travail de synthèse sur ce personnage qui soit la synthèse des travaux scientifiques récents. C'est-à-dire, comment mettre à la disposition de tout le monde, vous, imaginons qu'à la sortie des 4-5 cours que vous aurez sur la Révolution française, vous preniez d'affection pour le personnage, vous ayez envie de lire quelque chose sur lui, et bien en fait, il n'y avait pas grand-chose de disponible. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, parce que depuis 4-5 ans, il y a eu beaucoup d'excitation sur la question et il y a des choses qui sont parues. C'était pas du tout vrai au début des années 2010. Donc mon but, c'était de ce qu'on appelle vulgariser la recherche scientifique, c'est-à-dire rendre accessibles les derniers résultats de la recherche au plus grand nombre possible. C'est-à-dire qu'on ne jargonne pas, on n'utilise pas de mots excessivement compliqués, on ne rentre pas dans des détails incompréhensibles, on essaye de transmettre 4-5 grandes idées en 150 pages que les gens peuvent récupérer après avoir lu ça. C'était la première idée. La deuxième, c'était qu'on parle beaucoup de Robespierre. Régulièrement, ça revient sur le tapis, ça s'est produit du fait de l'actualité politique en France ces derniers temps. Et on le cite souvent par l'intermédiaire de tout petits bouts de phrases tronqués, qui en donnent évidemment une image absolument épouvantable. Mon idée avec ce livre, c'était d'essayer de faire entendre la voix de Robespierre, c'est-à-dire de faire écouter ses discours. D'abord parce que je trouve qu'il parle formidablement bien. Je ne vais pas vous l'infliger, parce que pour le coup aujourd'hui je n'ai pas d'acteur pour les dire très bien, mais j'espère qu'un jour vous aurez envie de le lire. Et pour lui rendre, pour rendre la parole à la défense, c'est-à-dire plutôt que de le citer par petits bouts tronqués et manipulés, laisser entendre ses discours en entier et s'apercevoir que c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui et des choses qu'a priori vous n'attendez pas. Alors que vous n'attendez pas soit parce que vous ne pensez rien du tout de lui, soit parce que vous en avez une image extrêmement négative. Donc voilà quelles étaient les deux idées au départ pour écrire une nouvelle biographie de Robespierre. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, je vais essayer de vous retracer brièvement, parce qu'on n'a pas énormément de temps, sa carrière, en essayant de répondre indirectement, on pourra en reparler après plus directement, aux trois questions que vous m'avez fait passer par l'intermédiaire de votre professeur, Madame Mutero. Alors, première question qu'on peut se poser à propos de Robespierre, qui, là pour le coup, vous le savez tous sans doute, est l'un des députés élus aux États généraux en 1789, c'est d'où il vient.
comment il arrive là, quel est son parcours avant d'arriver. Alors il est né dans ce qu'on appelle le milieu des gens de robe. Robe, ça s'écrit comme une robe que vous portez, c'est-à-dire le milieu des juges et des avocats. Il est né à Arras, donc dans le nord de la France, dans une famille plutôt aisée, plutôt bien insérée dans la ville, ce qu'on appelle un notable bien placé. Il est né en 1758, donc si vous faites le calcul, ça donne quelqu'un de très très jeune au moment où il arrive à l'Assemblée des États généraux en 1789. Alors il se trouve qu'il a perdu, pour faire les choses en très raccourci, ses deux parents particulièrement jeunes, avant même d'avoir 10 ans, et qui se retrouvent, pas au sens strict, mais de fait, orphelins assez rapidement. Ce qui fait qu'il n'a pas exactement la carrière qu'aurait pu avoir quelqu'un qui aurait eu ses deux parents exactement à la même époque. C'est-à-dire que c'est une société d'Ancien Régime très 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 héréditaire, c'est-à-dire a priori en étant fils, petit-fils, neveu de juges et d'avocats, vous finissez forcément juge et avocat et vous êtes poussé dans le milieu par toute votre famille qui vous trouve une place, qui, pour le dire de manière un peu contemporaine, vous trouve un stage, vous place chez le bon maître, vous passe une affaire, vous donne des contacts, vous insère, vous met le pied à l'étrier pour que ça marche assez vite. Robespierre, n'ayant plus son père sous la main, puisqu'il est parti vadrouiller en Allemagne, n'ayant plus de mère, se retrouve un tout petit peu handicapé au départ, c'est-à-dire qu'il ne bénéficie pas de la petite impulsion dont il aurait dû bénéficier normalement. Malgré tout, il a de la famille, il n'est pas tout seul, il lui reste ses grands-parents, il lui reste des oncles, il lui reste des tantes, donc il finit par se faire une place à Arras, après avoir fait ses études, comme beaucoup de gens de sa génération, chez les oratoriens. Les oratoriens, c'est un ordre religieux, c'est l'un des ordres religieux qui domine l'enseignement en France à la fin du XVIIIe siècle, ce qui fait que Robespierre reçoit une formation tout à fait classique. C'est pas quelqu'un de spécialement original, il reçoit la culture qu'on donne à peu près tous les gens de ce milieu-là à la fin du XVIIIe siècle. Alors c'est assez intéressant parce que ça donne quelqu'un qui va ressembler furieusement à tous ses collègues en 1789 aux États généraux. Puisqu'il se trouve que l'Assemblée va élire des gens divers, parce que vous savez qu'il y en a plusieurs centaines, mais malgré tout des gens qui se ressemblent pas mal. Robespierre est pile dans ce profil des gens qui arrivent à l'Assemblée en 1789. Alors ses études, évidemment, le mènent à faire avocat, sans grande surprise, étant donné là d'où il vient. Et il démarre sa carrière, évidemment, à Arras. Là, encore une fois, évidemment, parce que le mieux pour se trouver une clientèle, pour se trouver des affaires à défendre, pour se trouver du travail tout simplement, c'est d'aller là où vous êtes né, parce que vous avez tous les contacts, parce qu'on vous connaît un peu, parce que vous connaissez ce qu'on appelle les réseaux de sociabilité de la ville. Vous savez chez qui il faut aller, vous vous faites inviter chez les bonnes personnes, et vous finissez comme ça par être connu. Donc ça marche pas trop mal pour Robespierre. Dans les années 1780, les historiens ont étudié les causes qu'il a soutenues, c'est-à-dire qui il a défendu, quels sont les écrits qu'il a publiés pour défendre ces gens. Globalement, on pourrait dire, pour résumer, qu'il est dans la moyenne. C'est-à-dire que c'est pas une espèce de star du barreau, mais c'est pas non plus un inconnu. C'est quelqu'un qui s'est bien inséré dans le milieu où il était, je vais pas dire voué parce que ça ferait un peu téléologique exagéré, mais voilà, sans grande surprise, il termine bien placé avocat à Arras. La petite spécificité, ce qui fait qu'il n'est pas exactement comme tous les autres personnes de sa génération, c'est qu'il est un peu remuant, pour le dire avec des mots d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a pris plaisir à défendre des gens et des causes qui posent problème. Donc il s'est attaqué par exemple à des religieux. Il y a eu une affaire très connue dans les années 1780. C'est un cas sans grande importance que je ne vais pas vous raconter, mais l'idée générale à retenir, c'est qu'à cette occasion, il s'est très violemment attaqué au clergé. Pas du tout au clergé en tant que tel, c'est-à-dire pas à l'Église, mais à certains représentants de l'Église catholique en France à la fin du XVIIIe siècle, qui sont gangrénés par la corruption, la luxure, qui sont pas très recommandables et pas très 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 proches des idéaux du christianisme originel. Donc c'est une occasion sur laquelle Robespierre a sauté et qui évidemment lui a fait des ennemis, parce que quand vous touchez au clergé, vous touchez aux gens les plus puissants, les plus argentés de la ville, et vous commencez à apparaître comme quelqu'un d'un peu gênant. Ce qui fait qu'en 1789, au moment où démarre l'histoire de Robespierre telle que vous la connaissez, Robespierre c'est à la fois quelqu'un de connu, c'est-à-dire, pour le dire concrètement, quand il se promène dans la rue, voilà, on sait qui c'est l'un de ceux qui comptent dans la ville,
Et en même temps, c'est quelqu'un dont on se méfie un peu, parce qu'on sait qu'il n'est pas très respectueux, et qu'il a déjà fait parler de lui plusieurs fois avant 1789. Alors, il est suffisamment connu pour être élu à ce qu'on appelle les États généraux en 1789. Donc vous avez sûrement dû voir le système d'élection, c'est un système d'entonnoir. Au début, il y en a beaucoup qui votent, puis petit à petit, on finit par élire quelques centaines de représentants à l'Assemblée nationale. Robespierre est élu au titre du tiers-État. La société est à ce moment-là divisée en trois grands ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-État. Robespierre représente le tiers-État. Là, on se trouve à peu près au printemps 1789. À ce moment-là, absolument toutes les députées de la France entière convergent vers Paris, vers Versailles, pour donc se réunir sur cette fameuse assemblée un peu spéciale, mais sur laquelle on va passer vite pour aller attaquer le cœur du sujet. Rapidement, tout ça dégénère. J'imagine que vous l'avez fait en cours, donc je passe très très vite. Et ce qui était censé être une assemblée votant des crédits exceptionnels à Louis XVI se transforme en une assemblée nationale et bientôt une assemblée nationale constituante. Alors c'est de la constituante que je voudrais vous parler pour commencer, ou plus exactement de l'action de Robespierre sous la constituante. Alors pour commencer, pour que vous leviez un peu le nez de vos petits papiers, est-ce que l'un de vous peut me rappeler pourquoi ça s'appelle la constituante ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait constituante? Parce que assemblée, ça va, nationale, ça va. Pourquoi constituante? Je sens un frémissement, mais pas encore de mots. Qui se lance? Alors, les secondes trois. Oui. Parce qu'il y a une constitution. Exactement. Alors c'est raccourci, mais c'est très bien comme raccourci. En fait, il n'y a pas encore de constitution. Il n'y a pas de constitution en France en 1789. Et il n'y en a jamais eu en fait, pendant des siècles et des siècles et des siècles. Il y a eu ce qu'on appelle un droit coutumier, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de petits textes épars, qu'on appelle la coutume, et qui forgent un espèce de grand arsenal législatif, mais il n'y a pas une grande loi sur laquelle tout le monde s'appuie. Effectivement, depuis le serment du jeu de paume, les centaines de députés ont juré de ne pas se séparer tant qu'ils n'auraient pas voté une constitution pour la France. Donc le boulot de l'Assemblée nationale constituante, c'est d'écrire cette constitution. Toute première étape, les députés estiment qu'il faut faire figurer, avant la Constitution, un texte contenant les grands principes. Alors celui-là, je crois que la classe de Madame Mitterrand l'a étudié un peu. Ces grands principes ont été synthétisés en un certain nombre d'articles qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est votée donc fin août 1789. Donc entre parenthèses, oui, c'est quand même particulièrement rapide, entre des gens qui ont débarqué à Versailles début mai 1789 et qui étaient là pour acquiescer et donner de l'argent à Louis XVI, et des gens qui retournent complètement la situation et qui décident de donner une constitution à la France. Il s'est écoulé 3 mois et demi. C'est un bouleversement énorme pour la France qui se produit véritablement en quelques semaines. Enfin, c'est assez incroyable comme révolution. Alors, je voulais insister sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça tombe très très bien que vous l'ayez un peu étudié et lu en cours, parce que c'est la base sur laquelle s'appuient tous les combats de Robespierre pendant 2 ans. Alors je sais que la chronologie de la Révolution française, c'est vraiment compliqué, qu'il y en a partout et ça n'arrête pas. Mais quand même, globalement, 2-3 petits jalons pour que vous ne soyez pas complètement perdus. La Constituante s'arrête à l'été 1791. Après commence une nouvelle assemblée qu'on verra juste après, qui s'appelle la législative. Pendant 2 ans, entre l'été 89 et l'été 91, si je voulais résumer à une phrase le combat de Robespierre, c'est faire appliquer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Obtenir que les principes que vous avez lus dans cette déclaration se traduisent dans la Constitution par des mesures qui la reflètent. Quelqu'un me cite peut-être la première phrase pour nous la remettre en mémoire? Oui. T'en prie. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Presque ça, effectivement. Naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Cette première phrase, en fait, fonde en quelques mots
tout le combat de Robespierre pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'a priori, en lisant cette phrase, vous imaginez, je pense, un suffrage universel. Vous imaginez qu'a priori, tout le monde va pouvoir voter pour élire les représentants de la France dans toutes les instances. Alors c'est faux, hein, c'est triplement faux. C'est faux parce que d'abord, 50% de l'humanité en est exclue dès le début. Les femmes ne votent pas pendant toute la Révolution et pendant très longtemps après. Deuxièmement, seuls certains payant un certain, on dirait aujourd'hui, un certain barème d'impôts sont admis à voter. Et c'est même encore pire que ça, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ceux qui votent, il y a 2 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont dignes de voter pour les autres, il y a ceux qui sont dignes à la fois de voter pour les autres et d'être élus. C'est un système à 2 étages. Alors a priori, c'est complètement contradictoire avec les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc le combat de Robespierre paraît a priori gagné d'avance. Eh bien, absolument pas. Sachez qu'il a perdu. Que l'un de ses grands discours dans lequel il expose cette idée-là, c'est le discours qu'on appelle sur le marc d'argent. Le marc d'argent, ça désigne la somme nécessaire pour avoir le fameux droit de voter. Même si, a priori, le principe est clair, même si tous ces gens-là l'ont voté dans les journées d'août 1789, en fait, ça n'est pas du tout le cas, et il faut attendre un bon moment avant que ce soit mis en pratique. Donc l'un des combats inlassables de Robespierre, c'est d'obtenir l'élargissement du suffrage des citoyens français. Alors ça passe par cette première condition dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la condition financière. Son premier combat, c'est de dire la richesse n'est pas du tout un gage de bonne citoyenneté. C'est pas parce qu'on gagne tant d'argent ou qu'on paie tant d'impôts qu'on est apte à être citoyen. Ça n'a rien à voir. C'est complètement perdu, mais il essaye inlassablement pendant 2 ans à la tribune de l'Assemblée. Deuxième combat, il refuse d'exclure des catégories qui sont au fil des jours, c'est pas immédiatement bien clair, hein, mais au fil des jours qui se dessinent comme exclus. Alors c'est ce qu'on appelle à l'époque les hommes de couleur. Donc ça correspond en fait aux colonies de la France. Donc on pense plus particulièrement, parce que c'est la colonie très importante pour la France à ce moment-là, à Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'est le nom ancien pour Haïti, mais pas seulement, il y en a d'autres. Donc la question c'est, est-ce que si on applique ce fameux principe qui est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on fait voter les colonies? Est-ce que dans les colonies, on fait voter les esclaves? Est-ce qu'on fait voter les esclaves affranchis? Est-ce qu'on fait voter ceux qui ont un statut mixte parce qu'ils sont issus des esclaves, affranchis, s'étant mariés avec des colons? Il y a tout un tas de gradations à l'intérieur des colonies, il n'y a pas qu'un seul statut. Toutes ces questions-là sont extrêmement dérangeantes parce que à l'intérieur de l'Assemblée, il y a des propriétaires d'intérêts financiers aux colonies. C'est-à-dire que de même que vous voyez, Robespierre est un notable d'Arras, à l'intérieur de l'Assemblée, il y a toutes sortes de notables venus de la France entière qui ont de l'argent et des intérêts aux colonies. Et leur argent rentre beaucoup en contradiction avec leurs principes. C'est-à-dire que bien sûr, ils sont pour que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, mais ils préféreraient que ça n'attaque pas trop quand même leur possession à Saint-Domingue. Saint-Domingue, en termes financiers, c'est monstrueux. Saint-Domingue produit la moitié du sucre qui est distribué sur la planète entière dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc c'est énorme. Commencer à accepter, à dire que ces esclaves sont libres et sont légales des citoyens à Paris, c'est évidemment casser un marché et une arrivée financière monstrueuse pour les députés parisiens. Donc il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui un lobby à l'Assemblée très très fort pour lutter contre ça et pour surtout empêcher par tous les moyens qu'on reconnaisse la pleine et entière citoyenneté aux colonies. Alors je coupe là parce que ce serait un tout autre sujet, mais les colonies vont la conquérir toutes seules et les armes à la main sans l'aide des députés. Autre combat sur lequel je reviens avant de glisser sur la suite, dans les grands combats de Robespierre entre 89 et 91, il y a un discours très célèbre contre la peine de mort. Alors ça, j'espère que ça vous étonne un peu, puisque a priori vous avez de Robespierre plutôt l'image d'un égorgeur homme de la terreur. Donc c'est assez étonnant de se dire que cet homme-là est monté à la tribune pour dire qu'il trouvait cette peine contre-productive, inhumaine, dénuée de sens et irréversible, et donc complètement en contradiction avec les principes de l'Assemblée. Alors retenons-le bien, puisqu'on va en reparler ensuite. À cette époque-là, Robespierre est assez minoritaire,
C'est-à-dire qu'il voudrait que la peine de mort disparaisse des peines qui sont prévues au code pénal. Alors, pour employer des termes un peu modernes, c'est-à-dire qu'il voudrait qu'on ne punisse plus de mort certains délits. Là aussi, c'est le mot est galvaudé, mais c'est révolutionnaire, parce que c'est une idée qui apparaît, mais ce n'est pas du tout l'opinion de la majorité des députés à ce moment-là. Alors, pourquoi je vous parle de 89-91 ? Parce que c'est en fait la période la moins connue de la carrière de Robespierre. Tous ces discours très célèbres que je ne vous cite pas parce que là on n'a pas beaucoup de temps mais on pourra y revenir après, c'est ce qui est complètement méconnu et qui fonde, je pense, une bonne partie des combats de Robespierre par la suite. On s'arrête à 91 parce que l'Assemblée s'arrête en 91. Dans leur idée constituante, une fois qu'ils ont terminé de rédiger la Constitution, ils se séparent et ils appliquent ce qu'ils viennent de voter. Donc ils viennent de produire un texte qui décrit les conditions de la vie politique française. Et dans ce texte, il y a l'idée qu'il faut élire une assemblée législative, c'est-à-dire qui produit les lois. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur les grands principes, il faut des lois pour régir la vie de tous les jours. Ça se produit à peu près à l'été 1791. À l'été 1791, la question se pose de savoir qui va être élu dans l'assemblée suivante. Qui va être élu dans l'assemblée qu'on appelle législative. Alors, inutile de dire que député, c'est plutôt une position agréable. Je pense qu'on s'y fait bien, un peu comme député habituellement, et que donc la majorité en fait des députés de l'Assemblée n'a pas du tout envie de laisser sa place. Et continuerait bien, c'est-à-dire se ferait bien élire une deuxième fois, un peu comme nos hommes politiques à nous. Robespierre produit à la fin de l'Assemblée constituante un discours très intéressant, alors assez humoristique, il se moque de ses collègues, pour expliquer que c'est une mauvaise idée et qu'en fait, il faut laisser la place à d'autres. Je vous en lis un très court extrait. Athlète victorieux mais fatigué, il est en train de parler à ses collègues, c'est de l'humour, il ne les prend pas pour des athlètes. Laissons la carrière à des successeurs frais et vigoureux qui s'empresseront de marcher sur nos traces sous les yeux de la nation attentive et que nos regards seuls empêcheront de trahir leur gloire et leur patrie. Alors c'est de l'humour pour dire, bon déjà vous êtes un peu fatigué, ça fait 2 ans que vous travaillez jour et nuit, ce serait bien que vous laissiez un peu la place, mais surtout c'est une idée profonde qui a une nécessité de renouvellement de la classe politique, que c'est bien en fait que tous les citoyens contribuent et qu'il n'y ait pas une espèce de classe qui se fasse profession de faire de la politique. Alors le versant politicien de la chose, et qu'on reproche beaucoup à Robespierre, c'est qu'en faisant ça, évidemment, il élimine en une seule phrase tous ses adversaires politiques de l'époque. C'est-à-dire tous ceux qui s'opposent à lui à l'Assemblée, évidemment, ne pourront pas être réélus quelques semaines plus tard, donc ça l'arrange. C'est vrai, mais je pense que c'est une idée un peu plus profonde qui veut que la nation entière contribue et que, il le dit avec humour, ce serait quand même incroyable que sur 20 millions de Français, on ne réussisse pas à s'en trouver quelques centaines qui soient dignes de nous succéder. Je vous dis tout ça parce que ça signifie très concrètement qu'à l'été 1791, Robespierre n'est plus député. Donc il se retrouve dans une position où il n'est plus élu à l'Assemblée. Et donc, a priori, vous en avez le souvenir pour le 3e rang et pour le très récent souvenir pour les autres rangs, de quelqu'un qui participe à la Révolution entre 89 et entre 94. Dites-vous bien qu'en fait, à partir de 91, il n'est plus élu de la nation. Donc en fait, comment on fait quand on n'est pas élu du peuple, quand on n'est pas à l'Assemblée, pour continuer à avoir une influence sur la Révolution française? Eh bien, il y a 2 choses. Il y a d'abord le fait que Robespierre a réussi à devenir en 2 ans une véritable star. Imaginez-vous que c'est quelqu'un, un avocat à Arras, des avocats, il y en a beaucoup en France. Comment ça se fait que cette personne qui était complètement inconnue, pas inconnue à Arras, mais inconnue à Versailles quand il arrive, est portée en triomphe avec l'un de ses collègues, Pétion, littéralement portée au sens propre, en sortant de l'Assemblée au moment où elle se sépare. Parce qu'il a réussi à, par sa parole, par ses discours, par son action à l'Assemblée, se créer une popularité vraiment délirante. Il était connu, les femmes venaient à la tribune et poussaient des cris et s'évanouissaient, semble-t-il. Voilà, imaginez, c'est ce qu'on appelle une star. Alors comment ça se fait, sachant que Robespierre, c'est pas quelqu'un qui fait le coup de poing, c'est pas Danton, c'est pas quelqu'un qui a une
personnalité un peu débordante, qui a le verbe facile, qui facilement montait sur un tabouret à une assemblée de quartier pour aller haranguer la foule. Robespierre ne ressemble pas à ça. Il est plutôt bien rangé, bien calme, très sérieux, trop sérieux, d'après beaucoup de gens. Alors comment il a fait ? Eh bien, c'est ce que, à titre personnel, je trouve assez extraordinaire. Il a réussi à convaincre par la parole, convaincre par ses discours à l'Assemblée, en répétant inlassablement les qu'il pensait intangibles. Donc le premier, que vous avez entendu tout à l'heure, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, il l'a décliné sous toutes les formes pendant des semaines et des semaines et des semaines, au point de devenir insupportable. Il y a des commentaires très rigolos dans les journaux de l'époque qui disent Robespierre a encore parlé pour les pauvres aujourd'hui. Enfin, il agace tellement, il répète inlassablement ces discours-là. Je trouve ça assez admirable, sachant qu'il n'a pas une forte voix, on s'en moque beaucoup à l'époque, il a plutôt une petite voix fluette. Donc ça veut dire que c'est par la force de répétition de ses discours et par cette personnalité qui lutte pour des idées très fortes, encore je trouve admirable aujourd'hui, qu'il a réussi. C'est ce qui fait qu'en 1792, il garde une stature suffisamment importante pour continuer à exister sur la scène politique alors qu'il n'est plus député. Un des endroits où il est très actif, c'est le club des Jacobins. On a dû vous parler un peu de ces clubs-là. Donc c'est des clubs, des assemblées politiques qui sont issus en fait au tout départ des assemblées électorales, c'est-à-dire des petites assemblées de quartier où les gens se réunissaient pour écrire les fameux cahiers de doléances et élire les députés. À la suite de différentes choses, ces clubs se sont un peu modifiés, ont changé de contour, de fonctionnement, et sont restés des lieux de débat politique très forts où se discutent les sujets qui sont discutés à l'Assemblée. Alors la grande force du club des Jacobins, c'est que l'ordre du jour de la journée, c'est en fait l'ordre du jour de l'Assemblée le soir. Donc ça en fait une espèce d'antichambre de ce qui se passe à l'Assemblée juste après. Vous imaginez que pour quelqu'un qui a réussi à prendre l'ascendant sur ses concitoyens, ça lui fait une tribune extraordinaire. C'est-à-dire que la journée, Robespierre est aux Jacobins. Évidemment, il n'est pas à l'Assemblée dans les heures qui suivent, il n'est pas élu, mais ça lui donne une force, une influence assez extraordinaire. Ça, c'est par l'intermédiaire du club des Jacobins. Il faut vous imaginer que donc, le club des Jacobins a tout un tas de ramifications partout en France. Il n'y a pas juste un club à Paris, il y en a absolument partout. Ces clubs sont liés les uns aux autres et se transmettent tout un tas de petits écrits, des libelles, qu'on appelle à l'époque, des petits feuillets en quelques pages, qui retracent bien sûr l'actualité politique, l'actualité du club, et qui surtout retranscrivent les discours des grands députés de l'Assemblée. Donc ça fait une caisse de résonance pour les discours de Robespierre absolument extraordinaire. C'est-à-dire ces discours sont répercutés absolument partout en France. C'est ce qui vous explique que malgré tout, il continue à garder une influence extraordinaire en 91-92 alors qu'il n'est pas élu. À ce moment-là, je passe assez vite. Vous devez savoir que, encore une fois, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. A priori, ce qu'avaient imaginé les députés de la Constituante, c'était une monarchie constitutionnelle. Il y a bien une constitution, comme aujourd'hui en France, mais dans les rouages de cette constitution, il y a un roi. Donc le roi est ce que Robespierre va appeler avec beaucoup d'humour après Varenne le premier fonctionnaire public. Le roi est payé exactement comme les autres fonctionnaires, comme les juges, comme tout un tas d'autres, comme les députés en France à ce moment-là. Il fait partie de la construction politique qu'ont imaginé les députés à ce moment-là. À la suite de tout un tas de choses, dont je pense la plus importante est la tentative de fuite à Varennes, où le roi fait très clairement voir ça fait bien 2 ans qu'en fait il n'est pas du tout d'accord, malgré tout ce qu'il signe, avec tout ce qui se passe en France. Il finit par apparaître qu'on ne peut plus continuer avec cette monarchie constitutionnelle, et tout s'effondre le 10 août 1792, c'est la date qu'on retient pour donner la chute de la royauté, au moment où les Tuileries, c'est-à-dire le palais où habite Louis XVI et sa famille, est envahi. À partir du moment où on a fait tomber la royauté, vous l'avez deviné, la monarchie constitutionnelle, ça ne marche plus, puisque l'un des rouages de l'administration est tombé. À ce moment-là, ça veut dire qu'on recommence tout. On ne peut pas aménager le système existant, les députés décident qu'on repart à zéro, c'est-à-dire qu'on réélit ce qu'on appelle, ce coup-ci, pas une constituante, mais c'est la même chose en fait, mais une convention. On dit convention en fait pour copier sur le modèle américain qui est assez important pour les révolutionnaires à ce moment-là.
Mais globalement, on se retrouve en 1789, c'est-à-dire on recommence à échafauder depuis le début un socle sur lequel on s'appuie pour l'administration de la France. Alors en fait, ce que vous voyez là a du coup son équivalent, mais là je pense que vous l'avez beaucoup moins étudié, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Alors elle est beaucoup moins étudiée pour une bonne raison, c'est que cette déclaration de 93, comme la Constitution qui a été rédigée à sa suite, n'ont jamais été appliquées en France. Pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on va revenir un peu. Mais du coup, elle est moins connue. Mais si vous voulez essayer de récupérer un schéma, globalement, 93 répète ce qui s'est passé en 89, c'est-à-dire on recommence, sauf que cette fois, on n'a plus la figure qu'on traînait depuis des siècles, il n'y a plus le roi, il faut imaginer autre chose. Alors, au début de la Convention, alors, je ne vous l'ai pas dit, mais j'espère qu'après tout ce que je vous ai dit, vous l'avez imaginé tout seul. Robespierre se fait élire, bien sûr, à cette convention-là. Il est tellement célèbre que c'est évidemment l'une des figures politiques qui compte. Et donc, au moment où on élit les députés de Paris, il est bien sûr élu parmi les premiers. Ça fait aucun doute. Comme plusieurs autres, il fait partie des grandes figures politiques de l'époque. Alors, quels sont ces combats en 1792 ? En théorie, après la chute des royautés, après avoir dit on recommence, on ne prend pas celle de 91, on refait quelque chose de nouveau, le travail, c'est de réécrire une constitution. En fait, à l'Assemblée, il y a beaucoup d'autres priorités. La France est dans un état tel que, en fait, l'un des grands débats qui anime l'Assemblée et qui anime Robespierre à la fin de 1792, c'est la guerre. Premièrement, et les subsistances, ce qu'on appelle à l'époque les subsistances, c'est-à-dire la nourriture. Qu'est-ce qu'on va réussir à trouver à manger en période de pénurie. Sur ces deux sujets, je voulais revenir. Le premier, pour expliquer que ça accapare complètement le débat en cette fin 1792, c'est-à-dire que, a priori, vous vous imaginez qu'ils vont parler que de constitution, parce qu'ils ont été élus pour ça. En fait, ils parlent beaucoup de guerre. Pendant 2 mois, c'est ce qui accapare vraiment l'attention des députés à l'Assemblée, parce que ce n'est pas une petite décision. La France va se retrouver en guerre contre une gigantesque coalition. Alors, la France est un pays particulièrement peuplé, particulièrement puissant à la fin du XVIIIe siècle, mais contre une coalition de plusieurs pays européens, d'une part, contre des ennemis intérieurs qui sont contre la Révolution, d'autre part, ça devient malgré tout assez compliqué. Alors, beaucoup de personnes, beaucoup de députés à l'intérieur de l'Assemblée sont pour cette guerre, pour toutes sortes de raisons. Louis XVI l'a écrit clairement à certains moments, parce qu'il espère très sincèrement la défaite de la France pour pouvoir récupérer le pouvoir qu'il a perdu en août 1792. D'autres députés pensent sincèrement que c'est un bon moyen de véhiculer en Europe les principes et les idées de la Révolution française. D'autres pensent que de toute façon il faut se défendre parce qu'on va se faire attaquer. D'autres encore, très 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 minoritaires, dont fait partie Robespierre pendant plusieurs semaines, pensent que c'est une très mauvaise idée. Pour plusieurs raisons. D'abord, il a dit une très belle phrase, il pense que personne n'aime les missionnaires armés. C'est-à-dire que vous avez beau arriver avec les plus belles idées du monde, quand vous arrivez avec les armes à la main, c'est quand même assez rare que vous soyez bien reçu. Et donc il pense que même si on arrive en voulant donner une constitution et toutes sortes de belles idées à des gens qui souffrent sous le joug de l'Ancien Régime, ça ne va pas marcher. C'est sa première idée. Deuxième idée, il a très très peur que la guerre ne se transforme en occasion rêvée pour certains généraux qui s'appellent Lafayette, ou pas Lafayette, de prendre le pas sur l'Assemblée, de se présenter comme l'homme providentiel et finalement d'amener un régime qui n'est pas tellement mieux que la monarchie d'avant, mais une espèce de dictature d'un seul homme. Enfin, il est persuadé que la guerre, ça sert à ses ennemis politiques à renverser la Révolution. Il n'a pas complètement tort pour une partie des députés, c'est effectivement une des choses qu'il cherche. Donc à ce moment-là, le combat de Robespierre, pendant quelques semaines, c'est d'éviter la guerre. Il est complètement seul, ils sont très très peu nombreux à mener ce combat-là, parce que vous imaginez bien dans une période de patriotisme intense, dire qu'il ne faut pas faire la guerre, ça passe en fait très très mal. Alors, il est tellement isolé qu'il termine en fait par changer d'idée, et de toute façon cette guerre-là a lieu, enfin vous la connaissez sans doute, c'est une guerre assez gigantesque,
C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer une coalition qui s'attaque à tous les fronts, à absolument toutes les frontières de la France à l'époque, et qui est soutenue en plus par un certain nombre de mouvements à l'intérieur. Alors vous avez peut-être entendu parler de la Vendée. La Vendée fait partie effectivement des mouvements qui s'opposent à la Révolution française. En fait, il y a d'autres foyers à l'intérieur de la France, il n'y a pas que la Vendée. Il y en a un à Lyon, très important, il y en a un autre à Toulon en 1793. Ce qui vous donne, je ne sais pas comment je pourrais le transposer aujourd'hui pour que vous le compreniez, ce serait à la fois une guerre civile et une guerre avec l'étranger. Je ne suis pas sûre qu'on puisse imaginer pire comme situation, c'est-à-dire qu'on est vraiment, les révolutionnaires sont vraiment attaqués d'absolument partout. C'est important pour la suite de mon propos, et c'est important aussi pour expliquer que dans ce genre de situation, et étant donné tout ce qui s'est passé dans les 3-4 années de Révolution française, l'un des gros problèmes de la France, c'est ce qu'ils appellent à l'époque les subsistances, c'est-à-dire quoi manger. C'est-à-dire quand vous avez désorganisé toute une partie de la France, donc les transports, tout le système d'artisanat sur lequel était fondée la France, la manière dont on perçoit les impôts, enfin tout ça est profondément modifié. Ça crée un bazar pas possible qui fait que, ajouté à une pénurie qui a eu lieu en France, l'énorme problème de l'Assemblée à partir de 1789, c'est donner à manger aux Parisiens. Donner à manger au reste de la France, bien sûr, mais donner à manger aux Parisiens, parce que les circuits d'approvisionnement de base, ce qui faisait qu'il y avait du blé, si vous avez eu un peu cours sur le XVIIIe siècle, vous l'avez sans doute vu, la nourriture principale en fait, se fabrique à partir du blé. Quand vous commencez à plus avoir de blé ou avoir des prix élevés pour le blé, rapidement, ça ne va plus du tout, c'est la base de l'alimentation. Donc le combat de Robespierre à ce moment-là, c'est d'obtenir que les subsistances soient assurées pour la ville de Paris. À ce moment-là, il a prononcé plusieurs discours assez célèbres qui ont servi de base en fait, à tout un tas de mouvements politiques. Je pense en particulier au mouvement communiste, même si Robespierre n'est pas... Enfin, je pense que ce serait vraiment abusif de dire qu'il est communiste, mais il me semble que certaines de ces phrases ouvrent des portes vers un certain nombre d'idées qui seront développées ensuite. Je vous lis juste deux tout petits courts extraits, un morceau de phrase qui me semble fonder sa pensée. « Nul homme n'a le droit d'entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim. » Donc là, en fait, il fait allusion à ceux qui ont du grain en stock, ceux qui ont du blé en stock, mais qui s'arrangent pour le vendre au compte-gouttes. C'est-à-dire que pour faire monter les prix le plus possible, ils distillent le blé en petite quantité pour faire monter les prix et se faire de l'argent. Pour lui, c'est exécrable. On ne peut pas laisser mourir de faim une partie de la population quand on a des stocks par ailleurs. Cette situation est en partie vraie, en partie fantasmée. Il y a aussi clairement un manque de blé à l'époque. Deuxième phrase, qui alors là pour le coup je pense sur lequel on peut expliquer que beaucoup d'autres idéologies se fondent. Les aliments nécessaires à l'homme sont aussi sacrés que la vie elle-même. Tout ce qui est indispensable pour la conserver est une propriété commune à la société entière. Il n'y a que l'excédent qui soit une propriété individuelle et qui soit abandonné à l'industrie des commerçants. Pour le dire clairement, on commence par nourrir tout le monde. Et une fois que tout le monde a à manger, on pourra éventuellement spéculer sur le surplus. Alors ça pourrait fonder effectivement une politique qu'on dirait de nos jours communiste. C'est absolument pas l'idée de Robespierre à l'époque, mais il me semble que cette phrase est importante malgré tout parce qu'elle fonde ce qu'on a appelé parfois le droit à l'existence, c'est-à-dire le droit à exister, à se nourrir tous les jours. Je m'emporte, il ne me reste plus que 10 minutes. Si je veux qu'on parle un peu, il faut que je passe vite à la suite, c'est-à-dire à la période dont on parle le plus d'habitude, qui est la période la plus problématique de la Convention, celle qu'on a appelée a posteriori la terreur. Alors, pour essayer de situer Robespierre là-dedans, pour peut-être amorcer le débat, pour peut-être aussi répondre à l'une de vos 3 questions qui était « Pourquoi Robespierre en voulait-il autant à Olympe de Gouges ?» A priori, l'institution dont vous avez beaucoup entendu parler en cours, c'est le comité de salut public, le fameux comité de salut public. Le comité de salut public. Est-ce que quelqu'un plutôt vers les 2 premiers rangs peut me rappeler brièvement ce que c'est? Ou est-ce que vous avez glissé trop vite pour que ce soit clair? Non, pas du tout. Alors,
Pour le faire très vite, dans une Assemblée nationale, il y a des centaines et des centaines de députés. On ne peut pas discuter de tous les sujets, tous ensemble, à 700, en plus que 700. Ça ne marche pas, ça donne une commune. Pour préparer le débat, on nomme ce qu'on appelle des comités, ce qu'on appellerait aujourd'hui à l'Assemblée des commissions. C'est-à-dire que tous les députés se mettent d'accord sur le fait que voilà, il y a 15 personnes là, 20 personnes là, 25 autres là, qui vont se concentrer sur un sujet en particulier. Alors, je sais pas moi, la voirie, les subsistances, l'armée, le salut public, un sujet particulier, et préparer les débats qu'il y a à l'Assemblée. Il y a une quarantaine de comités, donc il y en a énormément. Il se trouve qu'en avril 1793, dans la situation particulièrement désespérée que je vous ai décrite tout à l'heure, on estime nécessaire de nommer un comité qui se charge du salut public, c'est-à-dire qu'il a pour mission de prendre des mesures radicales et efficaces pour assurer le salut de la France, sachant qu'on est attaqué d'absolument partout. Je vous raconte tout ça pour vous dire que Robespierre est l'un de ses membres du comité de salut public, c'est-à-dire qu'il a été choisi par ses collègues députés pour être une espèce de petite extraction de l'Assemblée qui prépare les débats sur ce thème. Alors, je veux absolument insister là-dessus pour dire que Robespierre n'est pas quelqu'un qui s'est autoproclamé comme devant régir brusquement la justice, la police dans Paris au printemps 1793. Il a été choisi par les autres députés et, comme ses collègues, il est confirmé tous les mois. Une fois par mois, il passe devant l'Assemblée et les députés sont libres de dire oui, vous êtes maintenu ou non, on va changer. En l'occurrence, il y a eu pas mal de changements entre le 6 avril 1793, le tout premier comité, et 95, puisque c'est maintenu jusque-là, si je ne me trompe pas. Il y a eu plusieurs changements à l'intérieur du comité. Robespierre est l'un des membres de ces gens-là. Donc c'est bien au titre d'élu de la nation qu'il est membre de ce comité, et au titre d'élu de la nation confirmé tous les mois par ses collègues, qui fait partie d'un petit groupe chargé de prendre des mesures. Dans ces mesures, il y en a une dont on parle beaucoup, c'est la loi des suspects, qui doit éveiller un petit peu quelque chose chez vous. Oui, un peu quelque chose chez vous, j'espère. Donc ce sont des mesures de justice expéditive, effectivement assez radicales, qui diminuent beaucoup les droits de la défense et qui donnent une justice, comment on pourrait dire, rapide, avec pour la personne qui est accusée pas beaucoup de moyens de se défendre et une seule possibilité, enfin deux possibilités. Vous êtes relâché ou vous êtes mort. Voilà, c'est assez expéditif et radical. La postérité a fait porter le chapeau à Robespierre. C'est-à-dire que sur les très 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 nombreux morts qu'il y a eu à cette époque-là, il y en a eu plusieurs milliers étalés sur quelques semaines au printemps 1794, c'est souvent de cela qu'on parle. On a pris l'habitude d'accuser Robespierre d'en être en très grande partie responsable. Alors l'idée que j'essaye de défendre inlassablement quand j'ai la chance de parler devant du public ou de vendre mon livre, c'est que c'est doublement faux. C'est faux parce que, premièrement, le comité est responsable devant l'Assemblée. C'est-à-dire que si les députés avaient voulu les arrêter, ils pouvaient tous les mois. Ils ne l'ont pas fait. Les lois que propose le comité, elles sont votées par l'Assemblée nationale. Elles sont présentées par le comité, mais elles sont votées par les députés. S'ils n'avaient pas voulu de la loi des suspects, pourquoi ils sont plusieurs centaines à avoir dit oui? Je trouve ça un peu curieux. Et je trouve ça un peu embêtant qu'on le fasse porter à un homme, un texte qui a été présenté par plusieurs personnes et voté par plusieurs centaines d'autres. Ça, c'est pour le principe général. Pour le comité de salut public en particulier, le fonctionnement qui est décrit et détaillé dans des textes prévoit que personne ne peut signer seul. C'est-à-dire que, imaginons, Robespierre aurait voulu signer seul l'arrêt de mort de l'homme de Gouges. C'est complètement impossible. Mais imaginons, il aurait voulu. En fait, il n'aurait pas pu. Parce que les statuts sont faits de telle sorte qu'il y a une proportion obligatoire de gens qui doivent signer. Et s'il n'y a pas ce pourcentage minimal, de toute façon, l'écrit ne paraît pas. Donc c'est techniquement pas possible. Ensuite, ce dont j'aimerais bien avoir ça va être court, mais l'occasion de vous convaincre, c'est que davantage qu'une personne, Robespierre avait un adversaire politique
qui était le groupe des Brissotins et des Girondins, dont faisait effectivement partie Olympe de Gouges. Alors pas en tant que députée, puisqu'elle ne peut pas être députée, les femmes n'ont pas la possibilité d'être députées à ce moment-là, mais elle est clairement dans la mouvance qu'on appelait brissotine à l'époque du nom de Brissot, et que la postérité a plutôt retenu sous le nom de Girondine. Très clairement, elle fait partie de ces gens-là. Très clairement, elle s'est opposée à la partie de l'Assemblée qu'on appelle la montagne, donc la partie qui a eu beaucoup eu de débats avec les Brissotins ou les Girondins à l'époque. Et à mon avis, elle paye parce qu'elle est de cette mouvance-là, elle paye pas parce qu'elle est Olympe de Gouges. Je ne pense pas que Robespierre lui en voulait personnellement. Robespierre en voulait, ça c'est très certain, aux Brissotins. Il n'y a aucun problème, c'est ses adversaires politiques. Je ne pense pas qu'il lui en voulait à elle en particulier. La raison pour laquelle les deux auteurs de la BD l'ont fait apparaître sous ce jour-là, c'est, je pense, parce que c'est assez pratique. D'un point de vue littéraire, je pense que c'est beaucoup plus pratique de présenter des grandes figures avec des grands ennemis. Et ça passe mieux comme ça que de proposer des tendances et des jeux d'influence et des idées politiques pour expliquer une exécution. Mais ce n'est pas la seule idée. À mon avis, ils sont quand même encore largement tributaires de la mauvaise image de Robespierre, qui me semble assez injustifiée, dans la mesure où ça me semble faux. Tout va bien. De le faire porter à un seul homme pour des raisons vraiment techniques, c'est-à-dire juridiquement Robespierre ne peut pas, et d'autre part un peu trop pratique, d'aller taper sur ce qu'on appelle un bouc émissaire, c'est-à-dire quelqu'un qui prend pour tous les autres, parce que c'est à la fois faux et injuste, étant donné tous les combats que Robespierre a menés avant. Je vais peut-être m'arrêter là parce que je sens que vous commencez à frétiller. Est-ce que vous voulez qu'on entame la discussion sur l'une des questions que vous avez posées? Est-ce que vous voulez revenir sur quelque chose en particulier? Oui. Alors, je vais répondre en deux temps. En fait, je ne pense pas qu'il s'oppose à Olympe de Gouges pour s'opposer à elle. Je pense qu'il s'oppose à elle comme représentante d'une tendance politique, on dirait aujourd'hui d'un parti politique qui s'appelle les Brissotins, les Girondins, on dirait actuellement. Et elle est pénible par ailleurs, je pense qu'elle est particulièrement audacieuse, elle défend des idées particulièrement révolutionnaires, particulièrement mal acceptées. Il y a un virage très très sexiste dans la Révolution française, très machiste en 1794. Je pense que fondamentalement ça ne plaît vraiment pas, les droits de la femme et de la citoyenne. Donc ça part mal pour elle de toute façon. Mais au-delà de ça, Robespierre est opposé à la tendance politique que défend Olympe de Gouges. Deuxième partie de ma réponse, qui va répondre, je crois, à une autre question que vous m'avez posée par l'intermédiaire de votre professeur. Je ne crois pas qu'il se soit opposé à elle nommément. Alors pour ça, en fait, il faudrait aller voir. C'est-à-dire qu'il faudrait que je revérifie s'il a écrit ou parlé d'une manière ou d'une autre contre elle. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on a gardé les textes de ce qui se disait à l'Assemblée, les textes de ce qui se disait aux Jacobins, au fameux club des Jacobins. Ça a été retranscrit et publié. On a des lettres de Robespierre, de la correspondance, on a des brouillons de discours, on a de la correspondance professionnelle, c'est-à-dire quand ils s'écrivent de comité à comité, de comité à l'Assemblée, on a des lettres. Donc à la question comment on fait de l'histoire, dans ce genre de cas, on va voir. C'est-à-dire, alors les outils modernes sont particulièrement pratiques. Ce que j'aurais pu faire si ça avait été juste le thème de notre conférence, si ça avait été juste Olympe de Gouges et Robespierre, a priori, la première chose que j'aurais été faite, c'est d'aller chercher les archives numérisées, donc disponibles en ligne, et j'aurais tapé en fait Olympe de Gouges dans le moteur de recherche pour voir partout où ça sort. Pour essayer de me rendre compte combien de fois ça sort. Est-ce que je vois quelque chose avant 1793 ou pas? Est-ce que je vois une plus forte fréquence en 1794? Quand son nom apparaît, est-ce que je la vois toute seule? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'attaque juste à Olympe de Gouges? Ou bien est-ce qu'elle est citée avec plusieurs autres, qui sont des têtes de Turcs habituelles à l'époque,
Robespierre ne peut pas s'encadrer Brissot, par exemple. Donc, est-ce qu'elle est citée en même temps que Brissot? Est-ce qu'elle fait partie d'eux? J'aurais été voir, pareil, sa correspondance, pour essayer de voir, est-ce qu'il parle d'elle? Est-ce que c'est effectivement une figure auquel il s'est attaqué? Est-ce qu'ils se sont déjà rencontrés? Après tout, pourquoi pas? C'est pas très grand, Paris. Elle est susceptible d'avoir été au même dîner que lui, aux mêmes endroits. Enfin, j'aurais fait comme ça. Donc, à la question comment on fait de l'histoire, eh ben, on essaye de partir des matériaux qu'on a, avec lesquels on essaye d'être le moins malhonnête possible. C'est-à-dire de ne pas trahir ce qu'on voit et de ne pas essayer de faire mentir la source. C'est-à-dire, là, je pense que tu l'as compris, moi je suis plutôt favorable à Robespierre. Et j'ai plutôt tendance à penser qu'il n'en voulait pas à Olympe de Gouges. Donc ce que je dois essayer de faire, c'est de ne pas prouver ça à tout prix. C'est-à-dire d'accepter, si je vois une phrase qui me dit l'inverse, de la prendre en compte. Si je vois une fois où Robespierre, alors vraiment sans plafonne, Olympe de Gouges, eh ben, je la prends en compte. Et je cherche à savoir pourquoi et j'essaye pas de l'occulter.